Notre échec collectif à prévenir les atrocités commises en Syrie depuis 2 ans et demi pèsera lourdement sur la réputation de l'ONU et de ses États membres. Nous avons vu certes les photos de l'emploi des armes chimiques, sans doute par le système Assad au demeurant, mais nous avons vu aussi les photos des exactions et des crimes commis par les djihadistes. Véritablement, nos compatriotes sur place n'ont pas le choix, ils ont le choix entre l'horreur et l'horreur. Nous devons travailler avec les Russes. Vous savez, ça fait partie de ces devoirs incontournables de la diplomatie. Donc je ne suis pas là aujourd'hui pour distribuer des bons ou des mauvais points. Je suis là pour être pragmatique. Je crois qu'il est temps de revenir à la réalité politique. La France est obligée de suivre les Américains qui eux-mêmes suivent les Russes. Fini le temps où on montrait les images de Barack Obama au téléphone avec François Hollande ou de François Hollande qui répondait à Barack Obama. Poutine nous mène quand même par le bout du nez dans cette histoire. Je ne pense pas, même s'il en avait l'intention, je vous le dis, il faut être ferme, il faut saisir les ouvertures si elles existent et ne pas être dupe. Ça a été résumé par une formule, il faut prendre les gens au mot et ne pas se laisser prendre par les mots. Il y a toutes les raisons de croire que le gaz toxique a été utilisé non pas par l'armée syrienne, mais par les forces d'opposition pour provoquer une intervention internationale. La phrase du jour est signée Vladimir Poutine dans les colonnes du New York Times. Le président russe qui a pris le commandement diplomatique. Ses positions irritent d'ailleurs les rebelles syriens. Dans une vidéo diffusée ce matin, ils ont appelé la communauté internationale à poursuivre Bachar al-Assad devant la Cour pénale internationale. Les insurgés qui rejettent en bloc le plan proposé par la Russie. À peine 2 mois à la tête du ministère de l'écologie, que déjà Philippe Martin réveille la colère des écologistes. Hier, lors d'une conférence de presse, il laisse entendre qu'une taxation du diesel n'est pas à l'ordre du jour. C'était pourtant la condition que fixaient les Verts pour voter le prochain budget. Un début de polémique qui oblige Philippe Martin à un rétropédalage périlleux. Rien n'est tranché, rectifie-t-il. Ce n'est pourtant pas ce que dit Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Cette piste, dans la mesure où elle est très pénalisante pour un certain nombre de ménages, est à ce jour abandonnée. La presse s'en donne à cœur joie. Hollande, l'enfumeur pour Libération. Un nouveau couac pour le Parisien. À quelques mois des élections municipales, le gouvernement semble réticent à se mettre à dos routiers et automobilistes roulant au diesel. Le budget tel qu'il est présenté aujourd'hui et qui est, il faut bien le dire, assez illisible, n'est pas votable en l'état. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que les discussions se poursuivent. Le Premier ministre nous a dit qu'il était ouvert à la discussion, à lui et à son ministre de l'économie de le démontrer. Au moment où le gazole est en train d'augmenter à la pompe pour les Français, au moment où je vous parle, faudrait-il faire l'annonce à ce même moment que nous allons amplifier cette hausse pour les Français, tous les Français et notamment les plus modestes? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il serait parfaitement injuste d'aller frapper les Français par une nouvelle taxe, notamment ceux qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture, qui n'ont pas accès au transport collectif, alors même que le développement de la voiture électrique n'en est qu'à ses balbutiements. Le fiasco actuel de ce gouvernement, c'est la ligne verte. On a modifié l'éco-prêt à taux zéro pour les économies d'énergie. Les aides au développement durable. On a arrêté les programmes thermiques dans les bâtiments. On est sur un système qui est un désastre absolu. Alors là, il va y avoir une petite mise en scène pour se mettre d'accord mardi. On va voir. Mais on est dans l'incompréhension absolue. C'est pas encore définitivement fixé. Donc les informations, les rumeurs dont vous pourriez prendre connaissance dans le journal, pour l'instant, ne sont que des rumeurs. Il y a la semaine prochaine ce qu'on appelle une conférence environnementale avec toutes les associations écologiques et que c'est à cette occasion-là, dans le cadre d'une grande concertation, que seront annoncées les mesures écologiques, fiscales que le gouvernement est prêt à prendre. Les affaires de taxation, vous interrogerez les ministres en charge. D'ailleurs, rien n'est arbitré, donc je vous renvoie à plus tard. Mais c'est utile ou c'est pénalisant ça? On en parlera le moment venu et avec les gens qui sont compétents pour ça. Le Japon n'aime pas l'humour du canard enchaîné. 2 dessins, dont celui-ci montrant un sumo avec des malformations, a irrité le gouvernement qui a officiellement protesté contre l'hebdomadaire satirique. Cette référence à Fukushima à propos des Jeux Olympiques prévus en 2020 au Japon véhicule de fausses informations sur le problème de l'eau radioactive selon les autorités. Les Japonais détestent qu'on plaisante sur Fukushima.
et qui détestent qu'on plaisante, qu'on se moque d'eux en général, à tel point que le Japon veut porter plainte contre le canard enchaîné parce qu'on ne plaisante pas avec eux. Déjà, Laurent Ruquier avait blagué là-dessus en mettant en scène le gardien de foot de l'équipe japonaise, pareil, avec 3 bras, 3 jambes, etc. France 2 avait dû présenter des excuses officielles auprès du Japon. Insolite, pour terminer, c'est un Bulgare de 59 ans qui a nagé plus de 2 km enfermé dans un sac. Force est de constater que 20 ans plus tard, le petit Grégory fait encore des émules. J'avais un peu peur que la blague tombe à l'eau. Alors,